Bonjour, je suis Brigitte Dainet, je suis psychologue dans le service d'endocrinologie, maladies métaboliques et nutrition à la Péronie et j'ai l'honneur d'être modérateur pour cette séance. Je suis ravie de me trouver à cette place-là dans la mesure où je vois que la psychologie prend ses lettres de noblesse, puisque lorsque j'ai commencé, je parlais de surpoids symptômes, je parlais d'alimentation émotionnelle, je parlais d'impact psychologique et on me regardait bien gentiment en me disant bon, c'est une psy, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et aujourd'hui, je vois que dans les présentations, les premières causes énoncées dans les troubles de l'obésité morbide, ce sont les facteurs psychologiques. Quelle évolution, et j'en suis ravie. Alors je vais laisser tout de suite la parole à Mesdames Blanc et, pardon, j'espère que je ne vais pas abîmer votre nom, Dijon, c'est ça? Voilà. Madame Blanc qui est aide-soignante et qui va parler de sophrologie, sophrologue, et Madame Dijon qui est infirmière, sophrologue aussi. Hypnothérapeute. Hypnothérapeute, vous voyez, je ne connais pas bien mon sujet. Voilà, donc nous allons, je pense, fonctionner en binôme, c'est ça? Voilà, et après nous aurons, je crois que l'intérêt c'est d'avoir un échange au terme de leur présentation. Mesdames, à vous. Merci. Merci à tous d'être aussi nombreux présents pour cette présentation. Merci de nous avoir aussi conviés sur ce centre et pour partager avec vous notre expérience respective à Ève et moi. Donc je suis infirmière de formation, hypnopraticienne. Je travaille en partenariat dans la clinique du millénaire, enfin avec la clinique du millénaire pour accompagner les patients autour de la chirurgie bariatrique. Et de fait, je reçois aussi d'autres patients atteints de problèmes d'obésité. Et donc je vais vous exposer dans un premier temps ce qu'est l'hypnose. Et Ève ensuite va vous exprimer ce qu'est la sophrologie pour qu'on parte avec les mêmes bases, le même prorata. Et puis ensuite, on va exprimer comment est-ce qu'on travaille avec notre outil. Et on vous proposera de faire aussi une petite mise en pratique pour vous avant la fin de la journée pour pouvoir profiter des bénéfices de ces deux outils. Et bien sûr, un temps de questions-réponses. Alors, l'hypnose, pour commencer, la question c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Donc, c'est un état de conscience qui est modifié par rapport à l'état de vigilance que vous connaissez, dans lequel vous êtes actuellement en écoutant cette présentation. Il y a aussi un autre état qui est le sommeil, quand vous dormez. Il y a un état pathologique qui est le coma dans certains troubles neurologiques, entre autres. Et l'état de veille fluctuant qui peut être soit actif, soit passif. Alors cet état de veille, comme vous pouvez le voir, il y a une information qui est apportée au patient, à tout le monde, et qui est interprétée par des facteurs visuels, kinesthésiques, auditifs, qui va être transmis au niveau cérébral, qui va passer un filtre émotionnel et de la mémoire, et ce qui nous permet cet esprit critique de réflexion, de cognition, de contrôle, de sécurité. Ça, c'est la conscience critique et la veille active. La conscience passive, la veille passive plutôt, et ce qu'on appelle aussi la conscience hypnotique, elle peut être soit, c'est appelé transe qui peut être positive, ou la transe qui peut être négative. Elle arrive souvent dans des moments comme l'ennui, l'anxiété, la peur. Un patient qui va au bloc opératoire peut être anxieux. Un patient qui a une consultation aussi avec un médecin, avec une annonce d'une pathologie importante, parfois une surinformation de ce qu'est la pathologie. Et le patient qu'on voit après en nous disant non, le chirurgien, le médecin ne m'a rien expliqué. Mais simplement, il a vu à travers, il était en transe négative à ce moment-là, et il a eu qu'une réalité partielle et une information qu'il a intégrée partiellement alors que l'information avait été transmise intégralement. Je vais parler de la créalité pour représenter l'hypnose. C'est vraiment, il y a une réalité extérieure qui représente 20% et le patient va l'assimiler 80% avec sa réalité intérieure en utilisant ses émotions, sa mémoire,
face toujours à cette information, il va l'interpréter différemment. Et je vais vous montrer juste cette petite image. Il y a la réalité extérieure d'une plaie. Le patient qui est en transe positive ou en transe neutre ou en conscience critique va observer la plaie exactement de la taille et du volume qu'elle représente. Par contre, un patient anxieux, vous voyez sur l'image du bas que, au contraire, lui a une représentation qui est déformée de la réalité. Il y a une dissociation entre la réalité et l'interprétation du patient de sa plaie, en l'occurrence. Donc voilà pour le prorata de départ. Si vous vouliez imaginer assez simplement pour vous ce que ça peut être l'hypnose, je vous invite à penser à ce moment où vous étiez au volant de votre voiture, vous partiez d'un endroit, vous arrivez à un autre endroit, et puis vous avez conduit en automatique, vous êtes arrivé, vous avez dit « mince, j'ai pas vu la route passer ». Vous étiez en transe. Pour vous dire à quel point l'hypnose est un état naturel, et cet état de conscience modifié, plusieurs fois par jour, peut-être même pendant ce séminaire, pendant ce temps qu'on va partager ensemble, vous allez avoir des moments où vous allez passer de la transe et de la conscience critique à la conscience hypnotique. Et en tout cas, c'est probablement ce qui va vous accompagner sur les dernières minutes de ce temps. Maintenant, je vais laisser la place à Ève qui va vous expliquer la sophrologie. Bonjour à tous. Et merci d'être aussi nombreux et aussi intéressés par nos activités, à Nathalie et à moi. Donc, qu'est-ce que la sophrologie? Elle est plus facile à vivre qu'à expliquer. Et donc, tout à l'heure, je vous inviterai à tester quelques techniques qui sont très nombreuses que nous pratiquons en sophrologie. Donc, les sources... Hop, non, j'appuie. C'est ça. Donc, la sophrologie a été créée par le professeur Alfonso Caicedo dans les années 60 et il s'est inspiré de plusieurs sources et origines. À partir de cet ensemble de techniques, il a créé ce qu'il a appelé la sophrologie. Donc, il s'est inspiré donc, de l'hypnose, puisque lui-même faisait de l'hypnose. Donc nous avons des techniques qui sont parallèles et même semblables à l'hypnose. Nous pouvons prendre au niveau de la Grèce antique, il s'est inspiré beaucoup de Platon. Il s'est inspiré donc de pas mal de philosophie aussi. Voilà, donc je pense que c'est marqué aussi. Et il a travaillé comme ça sur la création de plusieurs techniques assemblées qui vont travailler sur le corps et la conscience. Ah, là, j'aurais pu. Donc, l'hypnose, la sophrologie, donc c'est mettre en pratique. C'est celui, ouais. Ah, d'accord. Excusez-moi, je ne manie pas très bien le PowerPoint. Et dans mes groupes, généralement, j'ai 20 personnes maximum. Donc, je suis un peu surprise et un peu décalée là. Alors, je m'en excuse. Elle est en transe. Et ouais, mais peut-être au-dessus de la transe là. C'est encore plus haut. Voilà. Donc, j'ai un peu des décalages. Donc, mettre en pratique dans un cadre précis un ensemble de techniques psychocorporelles afin de développer les ressources internes nécessaires à une meilleure qualité de vie au quotidien. Donc, cela se pratique, la sophrologie, en groupe ou en individuel, en cabinet, toujours avec un entretien et une anamnèse au niveau des personnes qui viennent nous voir. En groupe, ça va être un thème général au groupe, mais la pratique de la séance se fait toujours par ce qu'on appelle la météo du jour. C'est les personnes reviennent sur leurs sensations et voir comment ils se sentent à l'instant présent. Voilà. On va travailler donc sur la réalité de l'instant présent, sur ce qui se passe ici et maintenant en sophro. Ce sont des techniques qui sont adaptables à peu près à tout le monde et qui peuvent et surtout être répétées. C'est dans la répétitivité, ouais, c'est ça, je ne me plante pas,
que se fait le travail. Donc plus on va répéter les techniques même chez soi, plus nous allons avancer dans l'objectif qu'on est venu chercher. Donc c'est quand même adaptable à peu près à tout le monde. Tout le monde peut se servir de ces outils qui sont proposés. Hop, je passe à la suivante. Donc, comme en hypnose, on travaille aussi sur les états de conscience. Donc, on va travailler dans le niveau sophroliminal, entre la veille et le sommeil, mais nous allons travailler plus près de la veille que du sommeil, pour que la conscience soit toujours active et participe toujours pleinement aux exercices et surtout à la réception des sensations. Voilà. Je rappuie deux fois, c'est ça. À chaque fois, je rappuie pour montrer le truc. Et voilà, c'est allé trop vite. Ouais, heureusement, j'ai mon technicien binôme qui est là et qui maîtrise complètement. Donc, les 4 principes fondamentaux de la sophro. Principe d'action positive. Donc, nous travaillons absolument sur le positif de l'être. Donc, c'est pas voir la vie comme le pays des bisounours, c'est pas ça. C'est vraiment travailler sur toutes les possibilités que nous avons, toutes les expériences positives que nous avons eues et les réactiver pour que le corps et la conscience se souviennent que nous pouvons travailler dans le positif. Voilà. Et avec ces inductions positives, on peut travailler aussi sur des projections, style des préparations à un examen, préparation sur une opération, pouvoir ainsi travailler sur un objectif à atteindre. Le schéma corporel comme réalité vécue. Donc, c'est se réapproprier et intégrer notre schéma corporel dans la conscience. Très souvent, nous avons un décalage entre comment nous nous percevons et la réalité du corps vécu. Donc, dans les pertes de poids qui sont après des opérations subites et des fois assez importantes, se recaler sur la réalité de son corps peut poser certains problèmes. Ou au contraire, dans des prises de poids excessives très vite. Je pense que vous avez peut-être, même vous, l'image peut-être de vous à une certaine époque, ou qui n'est pas allé voir une taille qu'elle faisait il y a quelque temps, voilà, en allant se dire oh, ben ça doit m'aller. Et puis non, on s'aperçoit avec surprise que ça ne nous va plus. Donc c'est vraiment arriver à recaler. Et très souvent, des personnes qui perdent beaucoup de poids vont de suite aux grandes tailles. Pourtant, elles ont conscience en se regardant qu'elles ont perdu du poids. Mais au niveau du décalage du schéma corporel qui est intégré, ce n'est plus vraiment pareil. Donc, se réapproprier son schéma corporel par des exercices de tension douce où on va, comment dire, réécouter son corps et reprendre un dialogue avec le corps. Donc, ça permet de revenir à ici et maintenant dans la réalité du corps vécu à l'instant. Le principe de la réalité objective, donc c'est déjà au sophrologue donc, de percevoir son propre état, où il en est, pour ne pas projeter son état sur la personne qui vient le voir. C'est avoir assez d'objectivité pour faire un état des lieux de soi-même avant d'approcher et de pouvoir travailler avec quelqu'un. Principe d'adaptabilité, c'est que toutes les techniques doivent être adaptées aux personnes qui viennent nous voir. Ce n'est pas à eux de s'adapter aux techniques. Donc, les techniques sont modulables et elles s'adaptent. Par exemple, si j'ai prévu un exercice debout, que les personnes ont du mal à se tenir debout, je vais adapter et ça se fera assis. Voilà. Donc, ça permet de pouvoir suivre et de pouvoir accueillir
des patients, des fois, comme ça, ou alors, voilà, la surprise d'avoir beaucoup de monde et de ne pas savoir qui vient, des fois, à des groupes, dans des groupes ouverts. Donc, on permet de s'adapter, suivant aussi comment nous ressentons l'humeur de la personne. Nous n'allons pas faire la séance prévue et nous allons adapter à la personne qui vient. Donc, je continue. Hop, suivante. Voilà. Donc là, vous avez un tableau au niveau de l'hypnose et de la sophrologie avec les différences et les parties qui sont communes. Voilà. Donc, non, je lis tout. OK. Donc, en hypnose, vous avez, c'est une pratique qui se fait depuis le début de l'humanité, au niveau du chamanisme, et jusqu'à maintenant. Voilà, cela continue. En sophrologie, c'est une méthode qui a été créée dans les années 60 par le professeur Caicedo, donc qui est plus récente. L'état de conscience en hypnose, c'est sur l'état de veille paradoxal. Nous, c'est sur la conscience intégrative. Donc, la conscience intégrative, c'est la conscience est là, la personne a entièrement conscience de tout ce qui se passe en elle et la conscience intègre le phénomène. Après la mise en suspens, donc en hypnose, on met en suspens l'espace-temps. Il y a une distorsion vraiment intéressante de l'espace-temps. Des fois, les hypnoses peuvent durer quelques secondes avec des inductions rapides. Je pense quand, par exemple, on va perfuser un enfant, si on reste un quart d'heure à essayer de faire quelque chose, pendant un quart d'heure, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur et sa créalité interne va être compliqué pour mettre en place une perfusion, alors qu'en 2 minutes, on peut très bien faire quelques outils très rapides, avec une induction rapide, mais pourtant, l'enfant a cette distorsion du temps et est beaucoup plus confortable pour lui. Nous, en sophrologie, on met en suspens le négatif. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le négatif. Donc, je vais aller plus vite. Donc, principe opérant en hypnose, dissociation psychique. Toujours cette idée d'être ici dans un endroit et d'avoir des idées qui sont ailleurs. On fait beaucoup travailler la part de l'imaginaire et puis souvent on travaille sur l'appropriation dans le temps. Voilà. Nous, on va travailler avec de principe de la relaxation dynamique, la prise de conscience des contenus positifs, la mise entre parenthèses du négatif. Les supports qu'on utilise, beaucoup la voix et les supports de visualisation aussi, où on va exploiter l'imaginaire et les ressources du patient dans les 2 cas de figure, que ce soit en hypnose ou en sophrologie. Les recommandations, et là bien sûr on reste à notre place, certes de soignant, parce qu'on a cette casquette-là, mais aussi et surtout, on ne se substitue pas à quelque traitement médical que ce soit, ou quelque accompagnement psychothérapeutique, puisque nous ne sommes pas du tout psychothérapeutes, nous avons une fonction soignante un petit peu différente. Les techniques, bon, elles sont diverses et variées, on va passer rapidement. On peut, en tout cas dans tous les cas de figure, il y a une induction, cette période où on bascule, qui correspond un petit peu à ce moment où on va tomber dans le sommeil, c'est un petit peu ce moment-là d'induction. On met bien sûr en hypnose des suggestions post-hypnotiques parce que l'idée c'est que ça continue de travailler après la séance. Et puis on obtient des phénomènes idéomoteurs avec parfois des anesthésies complètes d'une partie du corps ou une réassociation d'une partie du corps qui avait été oubliée, peut-être des fois des estomacs justement, et des anesthésies qui, dans le cadre de la chirurgie. Du côté de la sophro, il y a des stimulations, de la respiration et des sensations, donc c'est vrai que ça reste quand même assez similaire. Après, là, au niveau des états sophroniques, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, au niveau de l'application, de l'alliance, l'application à tout le monde, pas de dépendance à la sophrologie, aucune, les répétitions des exercices, et il y a de rares contre-indications, voilà, très rares. Donc, sophrologie s'insère de plus en plus dans les prises en charge au niveau
des patients en suivi médicaux. Donc, de plus en plus dans des unités d'hospitalisation, nous, on peut travailler, je fais partie d'une association et on travaille en oncologie sur l'hôpital d'Alès, donc en accompagnement de personnes qui ont des cancers du sein. Je travaille donc à la clinique des Oliviers dans l'accompagnement des personnes en gestion du poids. On peut travailler dans tous les milieux, sociaux, éducatifs, socio-médicaux, avec des personnes qui viennent simplement pour aller bien. Donc c'est très diversifié. Dans la gestion du poids, on travaille, bon, vous avez les bulles à peu près, voilà. Donc je vais y passer assez vite. Mais l'alimentation en pleine conscience, en gestion du poids, est quand même, moi j'aime beaucoup la travailler. C'est assez important de pouvoir prendre sens de ce que nous mangeons, de pouvoir retrouver le plaisir de manger. Donc la substitution sensorielle permet de mettre en place des stratégies pour remplacer une fringale, pour remplacer quelque chose voilà, qui arrive subitement. Donc c'est intéressant là-dessus. On parle de gestion des émotions puisque l'émotion dans l'alimentation a une part très importante. On ne mange souvent pas pour les bonnes raisons, pas simplement parce qu'on a faim. Donc voilà, le schéma corporel, je vous en ai parlé. On prend aussi le stress en considération puisque dans tout parcours, qu'il soit en chirurgie ou simplement sur une autre manière de s'alimenter, il y a du stress énormément. Rien que de prendre la décision d'entamer un parcours pour soi génère quand même du stress. Donc, des techniques de gestion du stress sont mises en place. Et puis, donc, en préopératoire, j'ai des personnes, donc, juste une fois sur le parcours en préopératoire à la clinique des Oliviers, où ils viennent une semaine en hospitalisation de jour, participer à tous les ateliers proposés sur leur parcours. Donc là, le travail que moi je mets en place, c'est pour instaurer le calme, un lieu de sécurité. Donc plutôt, ça va rejoindre le travail que fait Nathalie à ce niveau de lieu de sécurité, qu'elle vous fera sûrement tout à l'heure. Et donc, oui, si on a le temps, travailler, on va aller vite. Donc, j'essaie de leur donner quelques techniques de respiration au niveau de la respiration abdominale, qui est une respiration qui induit le calme et la tranquillité. Donc ça, c'est pour avant l'opération et même après, en partant au bloc sur le brancard, pouvoir respirer comme cela et amener une induction au calme. Voilà. Donc, je laisse la place à Nathalie pour vous parler de l'hypnose. Alors, moi, les stratégies thérapeutiques que j'utilise en hypnose, je vais travailler sur plusieurs axes. Sur le symptôme directement et davantage encore sur l'état et sur les processus. Donc, sur le symptôme, les choses importantes, c'est que j'essaie de sortir un petit peu du linéaire avec une cause, un effet, puisque vous savez bien que dans les problèmes d'obésité, c'est souvent multifactoriel. Donc, le fait de travailler sur plusieurs choses offre aussi plusieurs choix d'outils thérapeutiques qu'on va pouvoir adapter en fonction du patient. Faire un point sur l'historique des symptômes, c'est aussi de voir quelles ont été les tentatives de changement. À quel moment est-ce que la personne a entrepris ces changements? Où est-ce qu'elle en était au niveau familial, au niveau des apprentissages qui sont dans la croissance et dans la nature humaine, en fonction de l'âge clandestin. L'âge clandestin, je le reprendrai tout à l'heure, c'est la dissociation entre l'âge de la carte d'identité et puis l'âge de la personne que vous avez en face. Ça a dû vous arriver quand vous accompagnez des patients ou des personnes que vous connaissez, d'avoir cette difficulté à dire tiens, sa carte d'identité dit qu'elle a 40 ans, mais moi je vois une petite fille devant moi. Elle est toute petite, recroquevillée sur son siège, elle prend que la moitié, on se demande pourquoi alors elle n'utilise pas tout l'espace. Donc ça, ce sont des signes qui sont intéressants à prendre en charge aussi et pour voir cet âge clandestin.
À quel moment aussi, je demande, à quel moment de la vie a commencé cette obésité-là? Parce que c'est pas la même prise en charge entre une obésité qui a commencé à l'enfance, à la toute petite enfance, au moment de l'adolescence ou de la préadolescence, au moment de la femme ou de la grossesse, post-grossesse, parce que les patients, et surtout les patients, puisque 80% des patients avec des problèmes de surpoids sont féminins et opérés en tout cas dans cette marge-là, ont la féminité et en tout cas l'érotisation du corps féminin se fait post-pubère. Donc s'il y avait un problème d'obésité avant, quand on va travailler sur le après, elles n'auront pas eu d'apprentissage de cette transformation du corps et de l'érotisation et de la féminisation du corps. Donc c'est des choses sur lesquelles je vais aller travailler après la chirurgie ou après la perte de poids, et en tout cas semer des petites graines pour faire des suggestions post-hypnotiques et post-prise en charge. Autre chose intéressante à voir, ce sont les tentatives de changement qui ont échoué. Là-dedans, ça va pouvoir mettre en évidence des ressources. Déjà, qu'est-ce qui a fonctionné pour perdre du poids? Donc ça va être des ressources qu'on va mettre en évidence pour que le patient prenne confiance aussi sur cette capacité qu'il a. Et puis, qu'est-ce qu'il a mis en échec? Des incompétences, donc, qu'on va pouvoir accompagner aussi à un moment donné sur une perte de poids. Il peut y avoir des problèmes de couple, par exemple, qui se règlent. Il peut y avoir d'autres problématiques qui font que la rechute, finalement, c'est plus sécurisant d'avoir un petit peu de poids ou beaucoup de poids pour protéger quelque chose. Donc, on va aller travailler là-dessus et travailler aussi, donc, aborder l'utilité de ce symptôme, en tout cas le voir. L'exploration de l'état, donc... là, je me suis basée sur les recherches et la classification de Nardone. Je vous parlais de ces petites, de ces moyennes, dont vraiment de cet âge clandestin, avec la dissociation entre cet âge réel et cet âge hypnotique, en tout cas, émotionnel, voilà. Les petites victimes, ce sont un petit peu ces patientes, comme je vous disais, comme je vous décrivais, petites, qui sont restées sur un âge vraiment prépubère ou encore plus enfant, avec souvent des problèmes relationnels, des problèmes de couple, davantage de rupture. Donc on va aller travailler et étudier un petit peu ça, parce qu'elles sont tout le temps en insécurité, y compris dans le couple et y compris dans les relations avec les autres. Donc ça, ce sont des catégories de patientes que j'accompagne pas de la même manière que les femmes qui sont dites, comme le nomme Nardone, les femmes au placard, qui ont tendance aussi à faire des yo-yo, parce que à un moment, elles ont privilégié leur fonction maternelle. Donc ça, surtout des femmes qui ont eu une adolescence normale et les prises de poids après le corps de femme, donc qui ont quand même appris toute la féminisation, mais elles ont adopté une fonction maternelle pour privilégier en tout cas cette fonction maternelle-là, et puis elles sont confrontées parfois à des complications sur la perte de poids, une diminution de l'érotisation aussi pour protéger le couple. Parce que quand elles perdent trop de poids, elles se mettent en danger vis-à-vis des regards des autres hommes, vis-à-vis du conjoint qui a des difficultés à trouver la bonne posture face à sa femme qui est regardée par d'autres. Voilà, c'est la verbalisation et les verbatims de mes patients que j'accompagne en post-opératoire ou en post-accompagnement de perte de poids. C'est souvent quelque chose qui arrive et c'est ce qui est à l'origine de plus de 50% de divorces dans les prises en charge de l'obésité. Les intérieurs sales et encombrés que décrit Nardone, c'est vraiment c'est cet aspect esthétique où il y a beaucoup de laisser-aller et peu de féminité aussi. Donc on va aller travailler avec ces personnes de manière un petit peu différente. Elles ont tendance à se camoufler, à utiliser un tas de stratagèmes pour ne pas mettre leur féminité en évidence. Donc on peut se questionner pourquoi et travailler avec cette paire de lunettes-là qui nous permet de voir le patient.
La sensorialité, ben voilà, il y a une dissociation. Hein, les patients ont beau manger, ils n'ont pas de sensation de satiété, ou alors vraiment sur des volumes alimentaires importants. Donc voilà, on va les travailler. Il y a une anesthésie simplement de l'estomac, donc on va les pouvoir, et de la satiété. Donc on va les réapprendre en hypnose sur cet apprentissage-là, ce que c'est que la sensation de satiété. Elles ont parfois même des anesthésies corporelles totales où elles n'ont aucune conscience de leur corps. Elles se cognent dans les chaises, dans les murs, elles n'ont pas de volume corporel et on travaille là-dessus. La rigidité, la fluidité, c'est pareil. On voit certaines patientes qui ont des courbes, les courbes féminines, qui ont les hanches qui chaloupent, et puis d'autres qui sont vraiment comme les enfants, avec le buste sans encore les creux, ce qui peut être des notions aussi que... Il y a ce que dit le patient, c'est 7% de la communication. Et ce que le corps exprime, on est dans 80%. Le corps ne trahit pas autant que peut trahir le langage. Donc je travaille beaucoup, je filme les séances et les consultations, je coupe le son quand je re-regarde et je me dis tiens, là il y a eu des différences de niveau émotionnel. Je dis qu'est-ce qu'elle était en train de me dire à ce moment-là? Et là le corps a exprimé quelque chose. Donc voilà, c'est des outils avec lesquels je travaille qui sont très intéressants pour aller... trouver le bon outil pour la bonne patiente, et ils sont systématiquement différents. Le désordre, la saleté, ben, des fois on va aller faire des techniques de nettoyage intérieur parce que des fois il y a un passé qui est assez lourd. Alors moi je suis pas psychothérapeute, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, quels ont été le parcours vraiment traumatisant. Des fois les patients veulent juste l'évacuer et je les accompagne pour évacuer, mais sans avoir besoin de savoir exactement ce que c'est. On travaille parfois aussi dans l'ancrage de la féminité. Sur les processus, bah, c'est ce que je vous ai dit, hein, on évalue les compétences en fonction de l'âge émotionnel et on accompagne parfois la petite à grandir, parfois la femme au placard à redevenir femme et à transformer ça. Donc ça, c'est ce que je fais sans chirurgie et en fait, voilà, j'adapte vraiment ce dont le patient a besoin. C'est ce que je vous disais, s'il y a besoin de sécurité, parce qu'il y a une insécurité, on va travailler avec des outils qui font, par exemple, un lieu de sécurité et avec un ancrage corporel qui permet facilement de retrouver et que le patient soit autonome. S'il y a un problème de mobilité, qu'on voit les patients figés, on va aller mettre de la mobilité, simplement leur apprendre à marcher et c'est des transformations qui sont assez intéressantes à voir sur cette remise en action. L'âge clandestin, elle le dit souvent, ces patientes, elle dit ouais, je suis deux à l'intérieur, il y a encore cette petite fille qui est là, traumatisée, et puis il y a cette femme qui est là et qui n'a pas de place pour... donc on va essayer de trouver une juste place pour chacune des parties, et pour que ça soit en tout cas sécuritaire, et que la patiente et le patient aient envie de travailler là-dessus. L'anesthésie du vide, voilà, on va aller mettre à travers par exemple la respiration qui est tout le temps là, comment est-ce qu'on remplit la respiration dans le ventre. Les gens ne respirent pas avec le ventre parce qu'ils n'ont pas conscience du ventre, donc on va juste avec la respiration voir que le ventre existe aussi, qui peut se remplir avec l'air et ça peut être des choses intéressantes. Le nettoyage, pareil. Donc voilà, en fait les techniques vont s'adapter vraiment aux patients. Quand il s'agit par contre d'un parcours en termes de chirurgie, donc là je travaille en partenariat, je suis complètement libérale, mais je travaille en partenariat avec la clinique du millénaire où j'accueille des patients qui vont avoir de la chirurgie de l'obésité. Et je les reçois en consultation. En général, je fais à peu près 2-3 consultations avant la chirurgie, dans lesquelles je vais semer des petites graines pour le post-opératoire. J'utilise souvent des métaphores. En préopératoire, j'accompagne le patient pour la mise en sécurité. Ils sont hyper courageux, ces patients. Ils ont un parcours pour arriver jusqu'à la chirurgie, c'est très, très fort. Et pourtant, ils ont aussi une partie d'eux qui est en insécurité. Et la chirurgie ne résout pas tout. Mais si on ne les accompagne pas, ces patients-là, en post-opératoire, ils se retrouvent avec les mêmes incompétences que quand ils avaient ces défauts d'alimentation, de prise de poids et de yo-yo. Donc, on sème ces graines. Mais je travaille vraiment sur la sécurité pour accompagner en lieu sûr. La projection vers le futur, par exemple, c'est une autre technique. C'est le fait d'aller amener le patient en-delà de sa chirurgie, 1 an après, voire même 2 ans, sur des événements importants dans lesquels il peut se projeter. Puis il revient avec des petits outils, un petit peu le petit pousset, des petits cailloux qui assurent à sa sécurité. Il se dit, je sais déjà, j'ai déjà vécu ça, donc je suis plus sécure.
Une étude qui atteste de l'intérêt de faire de l'hypnose, une étude randomisée qui s'est faite sur la clinique du Millénaire, 100 patients opérés de chirurgie bariatrique, sleeve et bypass confondus, 50 qui ont bénéficié d'hypnose, 50 qui n'ont pas bénéficié d'hypnose, à l'aveugle. Les résultats sont probants, une meilleure stabilité cardiovasculaire pendant la phase chirurgicale, une diminution des nausées en post-opératoire, des douleurs diminuées, donc une consommation moins importante d'antalgiques au réveil, et une diminution de la quantité de produits anesthésie administrés aux patients. Le fait d'avoir été, vous me direz, ils sont plus calmes, plus sereins. Je suis complètement d'accord avec vous, mais en tout état de cause, voilà ce qui a été mis en évidence sur cette étude. Mais elle n'était plus à faire dans le détail, puisque déjà une étude qui avait été faite en 2007, alors que celle au Millénaire était de 2016, qui montre bien qu'il y a une diminution de ces douleurs, des diminutions des nausées. Mais celle-là, c'était pour des prises en charge en oncologie dans le cadre d'un cancer du sein. Mais on a voulu tester quand même et prouver qu'il y avait un intérêt, alors déjà médical, puisque bien sûr le chirurgien affectionne tout particulièrement que la tension artérielle soit bien stable pour les sutures. Je pense, je ne suis pas chirurgien, qu'il y a un intérêt, mais si on a dans la salle, je les invite à se prononcer à ce sujet-là. Donc avec la chirurgie en préopératoire, il y avait tout ça. Et puis après, je les retrouve en post-opératoire, où là, on va aller travailler. Ils sont dissociés parce qu'ils perdent dans le premier mois, je crois que c'est en moyenne 10 kilos. Alors ils ont l'image qui est dans le miroir, c'est ce que disait tout à l'heure Ève, ils ont l'image dans le miroir. Et puis l'image qu'ils ont dans la tête, la créalité, cette dissociation-là. Donc on va aller travailler sur la réassociation. Quasiment 90% des patients, je travaille avec eux là-dessus, parce qu'ils ont besoin de s'ancrer dans leur nouveau corps et de se le réapproprier pour pouvoir se libérer. Après, il va falloir travailler sur la sécurité, il va falloir travailler en fonction encore et adapter les techniques, la stabilité. On peut faire des catalepsies. S'ils ont besoin de changement, on peut faire des lévitations. Voilà, on va adapter vraiment pleinement. Un projet, vous savez que la réalité virtuelle est un plein boom, plein essor. Tout le monde n'est pas formé en hypnose dans les établissements. Un petit outil simple, et j'invite s'il y a des personnes intéressées pour faire une étude multicentrique, s'il y a un arc dans l'assemblée, ce serait encore idéal, ou des chirurgiens qui sont intéressés pour essayer de sortir une étude et de voir aussi l'intérêt que le patient puisse être autonome avec un outil comme ça. Maintenant, nous passons à la mise en pratique. Oui. Donc, je vais commencer. Ève va commencer à vous faire un exercice. Ça marche là. Donc, vous pouvez poser stylo, papier, lunettes. Très bien. Ouais. Au cas où elle... Téléphone en mode veille si vous ne sont pas encore là. Donc, je vais vous proposer de faire un exercice, puisque la sophro, c'est plus facile de pratiquer que d'expliquer. Puis bon, je pense que peut-être en fin d'après-midi, ça peut être sympa aussi de bouger un peu. Donc, la sophrologie, on va partir sur on travaille généralement, nous travaillons assis et debout. On travaille très très peu couché, ça peut le faire, mais on travaille assis, parce qu'assis, nous pouvons avoir une posture où nous ne nous endormons pas complètement et où la conscience peut intégrer les sensations qui viennent à vous. Et puis debout, parce que debout, on peut aussi se ressentir avec son corps très décontracté, très relâché, en situation d'ancrage debout. Donc là, déjà, je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration. Donc ça ne va pas prendre bien longtemps, hein, je vais le faire tout doucement. Je vous invite à fermer les yeux. Alors, ce n'est pas pour que vous ne me voyez plus, ça m'embêterait. C'est juste pour que vous puissiez vous recentrer vraiment sur vos sensations. Et juste prendre vraiment conscience de votre respiration, qui est toute douce, qui est naturelle, qui est vraiment tranquille. Et prendre conscience quand vous respirez, comme votre corps vit votre respiration. Conscience de la température de l'air au bord de vos narines, à l'inspiration et à l'expire. Elle est peut-être différente. Prenez ce qui vient.
sans a priori, sans jugement, simplement accepter ce que votre corps vous murmure, comment il se soulève à l'inspiration, comment vous vous recentrez à l'expiration. Et prenez conscience de votre état, comment vous vous sentez ici et maintenant, dans ce milieu d'après-midi, avec ce moment de repos que vous vous accordez. Puis tout doucement, je vais vous inviter à mettre une main sur votre ventre et imaginez que vous souffliez à travers une paille dans un grand verre d'eau et que vous savez, vous avez déjà dû le faire, ça étant petit, de faire des bulles dans un verre d'eau. Laissez remonter le souvenir et nous allons souffler longuement par la bouche, que ce souffle reste confortable, sans forcer, et vous inspirez par le nez. Vous pouvez souffler par la bouche en écoutant là aussi les réactions de votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il réagit? Et laissez venir tous les phénomènes. Comment vous vous sentez? Et chaque fois que vous allez souffler, vous allez laisser retomber un peu les épaules, vous allez bouger les muscles que vous sentez en tension, et vous allez vous installer encore plus confortablement. Puis tout doucement, je vais vous inviter à anticiper tout ce que vous allez faire comme mouvement pour vous mettre debout. Vous avez la place, j'ai testé, entre le siège et la table. Et là, tout doucement, vous allez laisser venir ce mouvement dans votre conscience. Les muscles que vous allez mettre en place, comment vous allez faire, ce que vous allez induire pour vous mettre en position debout, les pieds bien à plat sur le sol, les bras le long du corps. Et tranquillement, je vous invite à inspirer profondément, retenir un peu votre respiration et faire votre mouvement pour vous mettre debout. Vous appuyez les mains sur les cuisses et tout doucement, vous vous mettez debout. Prenez le temps, tranquille, d'être debout. Waouh, c'est impressionnant. Et là, les mains le long du corps, tranquillement, essayez de ressentir vos pieds. Comment sont vos pieds au sol? Bien à plat. Sentir les orteils, les talons. Et puis vous remontez et vous sentez vos mollets. Sentez vos genoux. Les genoux, laissez-les se déverrouiller, tout souple. Et ressentez bien votre bassin. Votre ventre est libre. Vous respirez tranquillement, tout doucement. Vous remontez sur vos bras, vos épaules. Vous pouvez peut-être même ressentir votre cœur qui bat tranquillement en harmonie avec votre respiration. Détendre le dos. Et tout doucement, nous allons inspirer profondément, retenir un petit peu la respiration pour ceux qui n'ont pas de problème respiratoire, sinon c'est en respiration libre. Et nous allons faire une tension douce en levant les bras au ciel et en se tendant du bout des pieds complètement. Donc je vous invite à inspirer, retenir et lever les mains, les pieds comme s'ils s'enfonçaient au sol. Vous tenez la tension en ressentant tout le corps, les muscles, et à l'expire, rejetez tout le stress. Et vous prenez un tout petit temps d'accueil. Et comme en sophro, le nombre magique, c'est 3, nous allons le faire encore 2 fois. Donc nous allons de nouveau inspirer, bloquer, lever, étirez tout votre corps, ressentez bien votre corps dans la tension et à l'expire, vous rejetez. Allez, toute la journée là, tous ces moments assis, vous rejetez tout. Et une 3e fois, ça
Bien. On inspire, on lève, tension douce et rejetez. Et prenez là 5 minutes pour voir comment vous vous sentez. Comment vous êtes, tranquille. Comment vous ressentez votre corps. Comment vous pouvez être debout et peut-être plus détendu. Et se réapproprier tous les ressentis corporels. Peut-être des muscles que vous aviez oubliés qui se réveillent ou qui se rappellent à vous. Et comme nous allons aller tranquillement sur la deuxième phase avec Nathalie, je vais vous inviter à vous rasseoir. Faites attention, les sièges sont Prenez le temps. Ne vous asseyez pas, tranquille. Retrouvez là aussi et restez si vous le voulez bien. Les yeux tranquilles, les pieds bien ancrés au sol. Et tout doucement, respirez. Prenez le temps de respirer. Et là, je vous passe la suite à Nathalie. Et je vous invite à continuer cette respiration-là. Et puis à prendre quelques repères dans cette pièce, la lumière, les sons autour, les voisins, les sons de chaises, le son de ma voix qui va vous accompagner pendant cette expérience. Et puis, comme tout à l'heure avec Ève, à laisser les paupières se fermer pour pouvoir découvrir et profiter pleinement de cette hypnose et de cette expérience. Alors, je vous invite aussi à observer, juste observer, ne rien faire d'autre que d'observer votre respiration, qui prend le rythme adapté à l'expérience que vous êtes en train de vivre. Je vous invite à observer la température de l'air au niveau des narines, le ventre, les pieds, ces petites bulles d'oxygène qui passent devant le nez et qui vont alimenter tout le corps, chaque partie du corps. Juste comme c'est bien. Et je voudrais inviter une partie de vous à continuer d'observer cette respiration naturelle et à laisser une autre partie de vous, une partie plus profonde, venir imaginer de vous retrouver dans un endroit agréable, dans votre refuge, un endroit où vous aimeriez être maintenant, juste pour vous faire du bien. Peut-être un endroit chez vous, peut-être sur une plage déserte, peut-être dans un jardin, à laisser les oiseaux et les odeurs arriver. Peut-être ailleurs, je vous invite à observer dans cet endroit les nuances de couleurs et peut-être retrouver dans cette nature la respiration de l'eau, des vagues, peut-être le vent dans les feuilles. Juste aussi à profiter des sensations qui sont là dans le corps quand vous êtes bien, quand vous laissez votre esprit bienveillant, cet esprit qui sait exactement ce qui est bien pour vous. Juste profiter, ne rien faire que de profiter, de ne pas chercher à identifier les idées, les images, juste les observer pour le plus grand confort. Et peut-être que cette sagesse à l'intérieur de vous a une couleur particulière ou une odeur dans ce lieu de sécurité. Je vous invite juste à profiter maintenant de ce temps pour vous, à vous autoriser, enfin, à faire ce qui est nécessaire et ce qui est agréable. Je vais même inviter votre esprit, cette partie bienveillante, à venir vous
vous apporter quelque chose de plus, ce dont vous avez besoin. Et quand vous aurez laissé votre esprit profiter de ça, je vous invite à garder quelque chose de cette expérience qui est intéressant pour vous. Peut-être ce calme que vous allez pouvoir laisser diffuser à travers la respiration. Peut-être l'énergie, peut-être le confort ou toute autre chose. Et quand vous aurez profité pleinement, débarrassé de ma voix quelques instants, pour accueillir ce qui est là, important. Peut-être vous pourrez choisir de le garder quelque part sur le corps, accessible à l'une de vos mains, si vous le désirez. Ou peut-être le laisser diffuser encore. Quand vous aurez pris le soin d'installer ça, vous pourrez tranquillement, à votre rythme, commencer à retrouver, revenir de ce lieu de sécurité, en sachant que vous pourrez y retourner à chaque fois que vous en aurez besoin. Simplement grâce à cette respiration bienveillante. Et vous pourrez revenir, retrouver les positions du corps dans l'espace, retrouver les appuis, les pieds au sol, du dos, de la respiration. Laissez vos oreilles entendre les sons de cette pièce qui vont devenir de plus en plus présents, ma voix, qui retrouve une tonalité différente. Et puis je vais vous inviter à laisser vos paupières s'ouvrir pour retrouver toute la luminosité de la pièce en gardant ce qui est important pour vous de cette expérience, cette première expérience. Je vous invite à vous étirer aussi pour faire circuler justement tout ce qui... Voilà, tout ce confort là partout. Il y en a qui baillent, c'est super, c'est bien. Vous vous êtes fait du bien et on oublie souvent, soigner, de se faire du bien. Alors là, sur ce court temps, je vous laisse reprendre tranquillement vos esprits. Et puis on va terminer cette présentation déjà en vous remerciant de votre participation, en vous remerciant de l'attention que vous avez portée à cette thématique qui est la sophrologie et l'hypnose dans une prise en charge pluriprofessionnelle. On va aussi garder les 5 minutes qui nous restent pour faire place aux questions, en laissant la bibliographie si vous avez besoin. Et on est disposé à accueillir les questions que vous avez pour Ève ou pour moi-même. Merci en tout cas de votre participation. Tu laisses passer les contacts. Bon, vous avez bien profité. Donc, faire cette plongée en soi et lâcher prise, c'est pour mieux assumer et rebondir dans la réalité. Donc, nous allons revenir dans la réalité en fonction des questions que vous allez ne pas manquer à poser. Juste quand vous posez une question, si ça ne vous ennuie pas de donner votre fonction, pour qu'on voit à peu près les personnes qui rebondissent sur ce qui a été présenté. Voilà. Bonjour, je suis diététicienne. Je voulais juste savoir, dans la prise en charge de l'obésité, mais sans parler de prise en charge chirurgie bariatrique, comment est-ce qu'on peut savoir donc vers qui orienter, plutôt sophrologue, hypnopraticienne ou psychothérapeute voilà, parce que parfois on est un peu limité dans notre prise en charge, on voit bien qu'on a besoin d'une approche pluripro, mais donc voilà, comment savoir vers qui orienter? Merci. Après, la sophrologie, c'est vraiment complémentaire avec un accompagnement au niveau de la psychologie. Voilà. Donc,
c'est un travail que moi je fais sur la clinique avec, en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire et aussi le psychologue. Donc, c'est après à la personne peut-être de voir ce qui va lui convenir le mieux comme prise en charge. Si il est plus à l'aise avec une prise en charge avec un psychologue ou si des fois des personnes sont un peu réticentes à aller voir un psychologue pour plein de raisons différentes qui sont des fois pas justifiées. Et donc la sophrologie permet une approche plus en douceur. En sophrologie, nous ne travaillons pas sur... on ne va pas aller là où ça fait mal, on ne travaille pas comme un psychologue. En sophrologie, la personne travaille elle-même sur ses propres ressources, sur ses capacités. Donc avec ces techniques-là, qui vont de 1 à 12 séances, elle revient vraiment elle-même à faire émerger, quand elle le sent, ça revient tout seul. C'est tout en douceur. Et on ne va pas faire d'interprétation en sophrologie. Les personnes ont des ressentis après les séances, font un état des lieux. D'abord, comment vous vous sentez, tous. Vous pouvez déjà prendre conscience de comment vous vous sentez par rapport au début de la séance. Et donc, les personnes font le travail elles-mêmes. C'est vraiment une prise en douceur. C'est pas du tout, on n'interprète pas, les ressentis sont personnels. Voilà. Donc après, il y a beaucoup à dire. Je pense que la proposition doit être faite aux patients de différents modes d'action et d'accompagnement et laisser libre cours aux patients de voir. Il y a aussi un delta quand même qui est à prendre en considération, c'est la prise en charge par les organismes de tutelle, de CPAM et autres. Bien sûr, alors, dans le cadre de la clinique des Oliviers, Ève est salariée, donc elle a des revenus et les patients participent de manière active. Moi, dans le cadre de l'hypnose, ça demande une participation personnelle avec une organisation qui a été, une tarification qui a été négociée avec l'établissement avec lequel je suis en partenaire, mais il n'y a pas de prise en charge. Certaines mutuelles commencent maintenant, et pour les psychos, je pense que c'est pareil, où il y a un certain nombre de séances où quand les personnes sont salariées, et c'est aussi ce qui va faire partie du choix et de l'accompagnement, il faut laisser libre et en même temps dire que ça représente un coût sinon. Donc il ne faut pas être hypocrite non plus à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'ai une question. Vous avez l'honnêteté déontologique de dire on ne va pas au-delà de nos compétences, on reste à notre place, mais il y a ce que l'on peut gérer et ce que l'on ne gère pas. La sophrologie, la relaxation ou l'hypnose, ce sont des plongées en soi. Il y a quand même, vous dites c'est adapté à toutes les personnes, il y a quand même des contre-indications, notamment chez les schizophrènes. Ouais. Vous pouvez arriver, et ça vous ne maîtrisez pas, le patient au départ n'a pas prévu, provoquer une décompensation psychiatrique au décours d'une crise, d'une séance. Comment vous gérez la crise ? Alors exactement comme avec ma pratique infirmière, quand j'arrive sur une problématique diverses et variées, je réoriente vers le professionnel de santé le plus adapté. Il se trouve que l'établissement, quand c'est pour la chirurgie, dans le cadre de la chirurgie, et même en dehors de ça, il y a un psychiatre qui travaille avec les patients d'obésité et qui en plus est formé en hypnose. Donc en plus, c'est assez facile de passer la main. Et je reste vraiment dans mon champ de compétences et en toute humilité, quand je ne peux pas, je ne prends pas en charge et j'accompagne en tout cas vers un autre praticien qui sera plus adapté. Vous travaillez en binôme avec un psychiatre ? Alors, pas forcément en binôme, mais en tout cas, si j'ai besoin, tous les patients pris en charge dans l'obésité sont suivis par ce psychiatre, en tout cas dans cet établissement-là, la clinique du millénaire. Et je sais que je peux compter sur lui et réorienter les patients. Au même titre, il m'adresse des fois des patients sur certaines problématiques où il sent que... il y a cette communication dans le soin qui est importante, et puis des fois le feeling passe moins bien. On a ce travail en collaboration qui est riche et ces échanges intéressants. Question ? Et pareil en sophrologie. Oui. Ah, pardon,
J'ai entendu un oui, Bonjour. mais je ne mettais pas de visage sur le... Oui. Donc, je suis psychologue clinicienne. Alors, j'ai vraiment trouvé fantastique cette manière dont on a glissé de la sophro à l'hypnose, là, et je pense que la sophro nous a extrêmement bien préparés à l'hypnose ensuite. Alors après, ça, je suppose que c'est un idéal, vous ne pouvez pas toujours intervenir ensemble ou l'une après l'autre. Et après, qu'est-ce qui ferait... Alors, j'ai bien entendu aussi que le premier qui peut nous répondre, c'est le patient, mais qu'est-ce qui ferait... que certains, pour vous, seraient plus d'indications sophro et d'autres d'indications hypnose? Dans le cadre de la chirurgie ou dans le cadre d'une autre prise en charge? Dans le cadre de l'obésité? Alors je pense que l'hypnose fonctionne très bien chez les patients quand ils sont motivés pour changer quelque chose, qu'ils sont coopérants et qu'ils ont confiance en leurs praticiens. C'est MC2, il y en a qui avaient fait ça avant nous. Et cette confiance, elle s'acquiert sur ce premier rendez-vous. Et puis si ça passe pas, des fois, moi, je vois des patients avant Ève, et puis Ève a des retours. Et puis inversement, j'ai des patients qui viennent et disent « j'ai fait de la sophrologie, mais c'était en groupe, alors c'était bizarre parce qu'il y avait quand même les autres qui me dérangeaient, puis un petit peu d'intimité que je vois. Après, moi, je fais que des consultations individuelles. » Donc là, il y a aussi cette différence-là, c'est que moi, je les vois en individuel. La séance dure 1 heure par patient, durant lequel on fait ce petit point de départ, état, processus, symptômes, et puis on sème des petites graines, on fait vraiment du pratico-pratique pour que le patient puisse faire de l'auto-hypnose, qu'il teste. Et au bloc, il y a un suivi. Nous, quand c'est le truc, je vois, il y a vraiment le fil d'Ariane, où je fais des transmissions aux praticiens qui sont au bloc opératoire. Voilà. Moi, c'est vraiment individuel, je ne fais pas du tout de collectif. Les difficultés sont propres à chacun, quoi, et les ressources. En sophrologie, donc sur la clinique des Oliviers, je travaille en groupe. Donc la sophrologie peut se travailler en groupe. Même à l'extérieur, j'ai des groupes aussi. Et se travaille aussi en particulier sur les prises en charge. Donc là, ça va dépendre des personnes. Et aussi, il faut, comme disait Nathalie tout à l'heure, parler de budget. Voilà. Sur la clinique, donc c'est dans le parcours de la clinique. À l'extérieur, il est plus facile d'entamer un parcours sur un groupe. Cela revient moins cher que sur des prises en charge individuelles qui vont quand même sur pas mal de séances. Voilà. Donc, ça va dépendre des personnes. Et en sophrologie, on va travailler sur l'appropriation des techniques à long terme pour que le patient soit complètement autonome avec sa technique quand il a fini son parcours. Donc, c'est un travail qui est très complémentaire, avec des techniques semblables aussi. Okay, merci. Il y avait une question aussi là-haut, je crois. Il y avait une autre question, non? Oui. Est-ce que vous pouvez dire quel est le pourcentage approximatif des personnes qui viennent vous voir en post-chirurgie? Alors, le pré-chirurgical... Spontanément. Spontanément? Oui. Alors, encore une fois, là, dans les patients qui sont opérés à la clinique du millénaire, je vois tous les patients qui vont avoir une chirurgie pour leur présenter ce qu'est l'hypnose, le parcours qu'on leur propose. Après, je leur dis bien qu'ils sont libres ou pas de participer, de faire, de s'investir dans cette... on leur donne le pouvoir d'être acteurs. Au lieu de subir la chirurgie, ils prennent place pleinement dans la chirurgie. Je leur dis, le préopératoire, c'est si vous avez de l'anxiété pour aller au bloc, mais en même temps, c'est bien de pouvoir tâter le terrain. Et sur le post-opératoire, ça va être tous ces accompagnements-là. Le post-opératoire, on le propose seulement depuis 1 an. J'ai dû voir une 30aine de patients, alors que j'ai vu en préopératoire ou en accompagnement, j'ai fait, parce que je m'étais dit, je vais avoir la question, j'ai vu 128 patients en accompagnement entre 3 et 5 séances. Je travaille uniquement en thérapie brève. Non, en préopératoire, oui. Et en post-opératoire, une 30aine. Je pense, et pourtant, que l'accent doit être mis sur le post-opératoire pour sécuriser cette perte de poids, ce changement d'image corporelle. Mais on est encore dans une médecine très, très curative. Alors, ils viennent parce qu'ils ont peur d'aller au bloc, mais ils se disent, après, c'est pop-up, ils vont en boîte, elles s'éclatent, les jupes se raccourcissent, les décolletés, et puis d'un seul coup, boum, elles prennent une gifle. Et là, pas plus tard que ce matin, je viens d'avoir une patiente que j'avais vue il y a 2 ans,
en soins, qui a été opéré mais que j'avais pas suivi en hypnose et qui me dit j'ai divorcé, ça fait 2 ans, je suis au fond du gouffre, je sais plus que faire, est-ce que vous pouvez m'aider? Et parce que à un moment donné pendant la présentation on leur a dit vous pourrez avoir besoin et sentez-vous libre à ce moment-là de saisir cette opportunité, aucun jugement à aucun moment, même si vous n'avez pas fait de préparation avant, c'est pas un problème, l'accompagnement peut se faire à toute étape, mais ayez l'honnêteté pour vous et la bienveillance pour vous de pouvoir utiliser et tirer les cordes quand c'est nécessaire. D'autres questions? Oui. Ah oui, c'est vrai. Bon, je suis navrée d'avance de cette question, en fait. Moi, je m'en vais. Hein. Oh non. J'ai fait des séances de sophro en individuel, en collectif, et j'ai eu l'occasion aussi de faire des séances d'hypnose avec apprentissage à l'auto-hypnose. Et je vous avoue qu'après avoir expérimenté les deux, mais je suis toujours incapable d'expliquer la différence entre les deux. Et je me disais que là, si j'avais un patient qui me posait la question demain, de lui conseiller plutôt de la sophro ou plutôt de l'hypnose, j'en serais pas capable. Du coup, je me demandais si... Alors, pas refaire l'exposé, évidemment, mais en quelques mots... Alors, vous voyez, sur l'expérience que vous venez de faire, j'ai volontairement choisi la même induction que Ève sur la respiration, la prise de sensation. Et après, je vous ai dit, laissez votre esprit, imaginez d'aller dans un endroit agréable. Et là, c'est vous qui êtes allé où vous voulez, peut-être à la plage, peut-être dans le grenier de votre grand-mère, peut-être je ne sais où dans votre jardin, respirez les fleurs et les machins et profitez de ce qui se passe à l'intérieur. Mais vous avez eu la liberté d'aller exactement où vous voulez. Avec Ève, elle vous a fait prendre conscience du corps, du bienfait, des sensations, des trucs qui font du chaud, du chouette dedans. Mais c'est plus encadré. Alors, du coup, excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que j'ai fait des séances de sophro en collectif qui ressemblaient très peu à ce que vous avez fait, en fait. C'est pour ça. En plus, le lieu de sécurité, c'est un outil qui est utilisé nous, aussi le en lieu de sophro. sécurité, nous l'appelons le lieu ressource. Puisque la deuxième partie d'une séance de sophrologie qui dure quand même 3/4 d'heure, il y a l'induction physique que vous avez eue, qui permet de préparer. Et après, nous avons une partie en visualisation, où la conscience laisse émerger les images qui vous sont propres sur des suggestions. Donc là, on va travailler sur un sujet précis. Mais les images, c'est les vôtres. C'est vous qui faites votre propre travail. Voilà. Le sophrologue va suggérer un thème et vous rejoignez le lieu sécurité de Nathalie. Vous avez des techniques qui sont vraiment de visualisation. On va répondre à la dernière question parce que... Je crois que ça va être l'heure. Avant la dernière question, retenez-la bien. Je vois que des personnes s'en vont. Vous recevrez, je suis chargée de vous dire que vous allez recevoir l'attestation de présence demain ou lundi par mail avec une feuille d'évaluation. Là, on vous la recommande, c'est-à-dire préciser ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins aimé pour les années à venir et qu'on s'améliore. Voilà. On y prendrait. Pardon. Bonjour, moi j'ai une question d'ordre général. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout réceptives ni à la sophrologie ni à l'hypnose? Que fait-on dans ce cas-là? Et qui, après une séance, vous dit c'est pas moi? Bien sûr, il y a des personnes qui sont absolument pas réceptives, donc c'est libre. Voilà. Moi, sur les groupes, quand les personnes viennent, ce que je leur dis, c'est expérimenter. Prenez ce temps, vous avez de faire l'expérience. Après, regardez si cela vous convient ou pas. Il y a des personnes qui aiment nager, d'autres qui aiment courir. Donc, ça vient vraiment à chacun. Après, ça peut parler à certains moments de sa vie, suivant comment on est dans l'état général. J'ai des personnes qui vont venir pour voir ce que c'est, qui vont me dire qu'elles n'adhèrent pas du tout, mais qui vont revenir la séance d'après et qui là vont commencer à entrer dans l'induction, entrer dans la séance. Et des fois, au bout de la 3e séance, ils reviennent à la 4e et ils se disent oui, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça va dépendre beaucoup du moment, de la personne, voilà, de tout un ensemble de choses. Mais rien n'est obligatoire. C'est toujours de la proposition.
En hypnose, il y a des études qui ont été faites qui parlent que 25% de la population sont hyper suggestifs. C'est ceux qu'on retrouve dans l'hypnose de spectacle avec Mesmer, etc. Dans l'hypnose thérapeutique, et vraiment cet objectif, in fine, les patients viennent chercher quelque chose, un soutien, un support quelque part. Si vous êtes en mer et que vous êtes en dehors du bateau, dans l'eau, en train de nager, à un moment donné, si vous fatiguez, que quelqu'un vous jette une bouée, soit vous la saisissez, parce que ça va vous apporter de la sécurité et ça va vous accompagner. Soit si vous nagez comme Laure Manodou, vous retournez à la berge toute seule et vous n'avez pas besoin de cette aide-là. Donc la motivation, coopération et confiance, c'est la recette pour les 95% de la population avec qui on peut accompagner en hypnose. L'hypnose, c'est pas magique. La magie, elle est à l'intérieur de chaque patient. Et ça, on ne fait pas de l'hypnose sur quelqu'un, à part dans l'hypnose de spectacle, et là, c'est 25%. On en fait avec quelqu'un. C'est ce qui change vraiment la donne, et c'est pour ça que l'hypnose fonctionne très bien. La première séance, et là, la séance de groupe, par exemple, il y a toujours cette partie de se dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'on va pas me voler mon sac à main, mon machin, mon truc? Il y a cette petite veille, cette vigilance qui est là. Passer la première séance, quand on voit ce que ça fait, c'est jackpot, quoi. Et ça fait du bien aux soignés, ça fait du bien aux soignants. La prévention du burn-out et des maladies de l'épuisement professionnel, l'hypnose, c'est miraculeux. C'est plus du tout la même prise en charge. Vous avez du temps avec votre patient. Il y a cette relation privilégiée. C'est, moi en tant qu'infirmière, mais je pense que dans vos pratiques aussi, c'est un super outil pour se faire du bien à soi, et c'est important pour faire du bien aux patients aussi. On va clôturer là-dessus, pardon. Je vous remercie encore pour tout ça, et au plaisir en tout cas d'échanger à nouveau si vous avez besoin. Merci et bonne fin d'après-midi à tous.